Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Ukraine, donc, a été attaquée ce jeudi 24 février par la Russie le long des frontières russes et bélarusses et depuis la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014, ont déclaré dans un communiqué les gardes frontières ukrainiens. Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi 24 février le début d'une opération militaire en Ukraine. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans la ville afin de préserver la sécurité des habitants dans la capitale. La confusion est totale. Les États-Unis défendront le moindre pouce de territoire de l'OTAN, mais n'enverront pas de troupes en Ukraine, a déclaré le président Joe Biden jeudi après l'attaque de la Russie. Il a également annoncé des sanctions économiques et des restrictions d'exportation vers la Russie. Très tôt ce matin, en Europe, les troupes russes, ont envahi l'Ukraine, frappant par terre, par mer, par air, et 12 villes ukrainiennes ont été attaquées simultanément. C'est la première fois depuis 1945 que la guerre se développe sur le continent européen. Le monde est en émoi. Jusqu'où va-t-on aller? Pour essayer de clarifier un peu ce qui se passe, nous avons avec nous ce soir, en visioconférence, le docteur Glaudel Mézilas, politologue et expert en relations internationales. Bonsoir, professeur Mézilas. Bienvenue sur Métro News. Bonsoir, c'est un plaisir de recevoir votre invitation. Bien, donc vous avez suivi les nouvelles comme le monde entier, bien entendu. Quelles sont vos premières impressions? Bon, mes premières impressions, c'est que Vladimir Poutine avait préparé une intervention en Ukraine et basée sur le fait que l'Ukraine voulait l'agresser et en essayant d'intégrer, en ayant l'intention d'intégrer l'OTAN. Il faut dire qu'il y a deux aspects qu'on peut considérer dans cette guerre. D'abord, l'aspect juridique, c'est que c'est une guerre qui est contraire au droit international. Tout le monde le sait, tout le monde souligne qu'il y a 3 violations du droit international. La première, c'est une violation de la souveraineté territoriale de l'État. La deuxième, c'est une ingérence dans les affaires internes d'un État. La troisième, c'est l'usage ou la menace de la force. Mais fondamentalement, c'est la géopolitique qui peut nous aider à comprendre cette guerre. Parce que la géopolitique étudie la politique étrangère de l'État en fonction de son stress environnemental. Et quel est ce stress environnemental selon la Russie? C'est la sécurité nationale et dont on dit qu'elle est menacée par une éventuelle intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Donc c'est-à-dire qu'au fond même de cette guerre, c'est la sécurité nationale que les Russes avancent. C'est à partir de cette notion de sécurité nationale et développée, avancée, argumentée par la Russie qu'on peut véritablement essayer de comprendre cette guerre. Et ce que nous constatons aussi dans cette guerre, c'est que les Russes savent aussi que le droit international est souvent instrumentalisé par les Européens, par les Occidentaux. Donc l'important n'est pas le respect du droit international, mais plutôt la question sécuritaire qui préoccupe tout État, un grand État comme la Russie. Oui. Donc pour dire, pour simplifier, c'est une préoccupation géopolitique en termes de sécurité, donc qui est à l'origine même de cette guerre. Oui, vous avez tout à fait raison, professeur. C'est en effet le prétexte qui a été avancé par Vladimir Poutine en disant que si d'aventure l'Ukraine intégrait les forces
de l'OTAN, à ce moment-là, il se sentirait menacé dans son intégrité et dans sa sécurité à lui. Mais je crois que l'OTAN aussi, autant que les autres forces occidentales, ont clairement dit qu'il n'était pas question que l'Ukraine intègre l'OTAN. Et finalement, les vraies raisons de cette attaque, je crois que c'est M. Poutine lui-même qui les a dites dans son discours de ce matin, quand il a traité le gouvernement ukrainien de gouvernement de nazis, et qu'il fallait les éliminer, qu'il fallait les retirer du pouvoir, avec évidemment l'idée d'installer à leur place un gouvernement et un président qui soient pro-russes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En fait, comme vous l'avez dit, le de la guerre, et c'est la Russie, donc l'Ukraine, entend intégrer l'OTAN. Mais pour bien comprendre cette raison, cette logique, il faut savoir que l'OTAN, historiquement, a été créée en 1949 contre une menace soviétique. Tous les Européens qui ont pris l'initiative d'abord. Et quand on a pris l'initiative, l'Union soviétique a protesté. Et ensuite, quand l'Union soviétique s'est effondrée, donc théoriquement, géopolitiquement, l'OTAN n'avait plus de raison d'être après 1989-1991, parce que l'ennemi principal s'est effondré. Mais en dépit de tout cela, on a vu que l'OTAN a voulu s'élargir. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a la Roumanie qui étaient des États liés à l'Union soviétique. Donc, il y a une expansion territoriale que voulait réaliser, qu'a réalisé l'OTAN, et l'Ukraine, dans ce sens, voulait entrer dans cette logique. Donc, c'est là que tout le stress environnemental. Et il faut dire que la Russie, comme grande puissance, ne voulait pas voir dans ses frontières les armes de l'OTAN projetées sur son territoire. C'est là cette préoccupation. Et il faut dire aussi, la Russie a voulu précisément établir un état tampon, un espace sécuritaire précisément pour pouvoir se rendre compte qu'il n'y aurait pas une éventuelle menace de l'OTAN à son endroit. Parce que historiquement, l'OTAN a émergé contre l'Union soviétique et donc contre la Russie et suite précisément à l'effondrement de l'Union soviétique. Mais il faut dire aussi, il faut aller plus loin, parce que là aussi, en Europe, a toujours un problème d'identité avec les Occidentaux. Depuis le 19e siècle, par exemple, au 19e siècle, il y avait deux grandes tendances en Russie. La tendance slavophile et la tendance pro-occidentale. Et après, on a vu, il y a deux tendances. Et puis, après 1917, il y a eu cette identité communiste qui définissait la Russie vis-à-vis de l'Occident. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, on a la voix cette crise d'identité. Donc la question russo-ukrainienne est une question très profonde. Elle renvoie à des problèmes de civilisation, de vision du monde, d'identité russe en Europe. Donc c'est pourquoi l'idée est qu'il faut précisément éviter l'installation des armes de l'OTAN dans les frontières ukrainiennes à des profondeurs historiques, idéologiques, culturelles qu'il faut comprendre. Oui, il y a beaucoup... Et ensuite, et je voulais souligner aussi... Oui, allez-y. Oui, il y a beaucoup parce que c'est pourquoi là aussi, et c'est très important dans son discours, il a dit quiconque entreprend, quiconque s'interfère dans cette guerre aura une réponse jamais vue dans l'histoire. Mais les Occidentaux ont interprété ça comme une référence à l'arme nucléaire. Et c'est très important. Là aussi, c'est une grande puissance nucléaire au même titre que les États-Unis. Et dans l'histoire de la stratégie militaire, 1945 constitue une rupture radicale. Parce qu'avant 1945, on pouvait faire la guerre totale. C'était la théorie de Clausewitz, la guerre et la continuité de la politique par d'autres moyens. Avec la fabrication de l'arme nucléaire, avec la fabrication de l'arme atomique, la guerre est impossible entre les puissances nucléaires. C'est pourquoi les Occidentaux actuellement parlent de sanctions
économiques, mais on ne peut pas parler de sanctions militaires, parce que là où c'est une grande puissance nucléaire, donc ce serait entrer dans une sorte d'apocalypse. Et il faut dire que la question fondamentale, non seulement la sécurité de la Russie, mais la question nucléaire a une grande importance. Parce qu'avec l'arme nucléaire, eh bien, c'est la stratégie de la dissuasion et non de la décision. Et c'est-à-dire que les puissances nucléaires vont éviter par tous les moyens des affrontements directs. La guerre classique est terminée. Si on entre dans une guerre nucléaire, eh bien, c'est l'apocalypse. C'est pourquoi, et indirectement, le président russe a dit, si on interfère dans cette guerre, on aura des réponses jamais vues dans l'histoire. Donc, les médias occidentaux interprètent de cette manière ainsi. C'est pourquoi, stratégiquement, les Occidentaux vont s'asseoir peut-être et regarder ce qui se passe, et puis ils vont prendre des décisions économiques. La question militaire est différente, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Les Occidentaux ne peuvent pas, par exemple, activer l'article 5 de l'OTAN qui parle de sécurité collective. Si on attaque un membre, c'est comme si on attaquait tous les membres. Donc la question, la limite éventuelle de cette guerre, c'est la question nucléaire russe, parce que c'est une puissance nucléaire, et donc à tout moment, donc s'il y a une détérioration de la situation, on pourrait s'attendre à une catastrophe. Donc ce que tout le monde ne fait pas. Mais comme nous sommes des scientifiques, nous sommes des chercheurs, nous prenons tous les aspects de la question. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais il n'y a pas eu besoin d'interpréter les propos de M. Poutine. Il a été parfaitement clair. Quand il a parlé de conséquences comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire du monde, juste après, il a quand même fait allusion directement aux armes nucléaires en précisant que lui, président de la Russie, possédait des armes que le reste du monde ne possédait pas. Et que, en d'autres termes, il leur disait son principal. Oui, c'est ça. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi on doit le savoir. Il y a deux choses qu'il faut savoir au niveau du système international. La première chose, c'est le droit. C'est-à-dire, il y a des principes qui sont établis et que tout le monde doit respecter. Le droit international dépend en général de la politique de puissance de l'État. C'est pourquoi on parle de politique juridique internationale. Donc tout le monde va respecter le droit. Tout le monde sait qu'il y a une violation ouverte du droit international. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les Russes, ce sont de grands internationalistes. Ils connaissent le système international, ils savent que le droit international dépend de la politique étrangère de l'État. Donc, il y a eu des exemples par le passé où ce droit a été violé. Donc, par conséquent, la question fondamentale est d'ordre géostratégique, est d'ordre géopolitique. C'est-à-dire, fondamentalement, ce qui domine la politique internationale depuis les origines à nos jours, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle à nos jours, c'est la question de puissance. Or, la puissance est déterminée par la capacité de l'État à imposer sa volonté. Donc, ce qui se fait maintenant, c'est cette capacité de nuisance, cette capacité d'imposer sa volonté. Et cette volonté est soutenue, est appuyée par un arsenal nucléaire. Et c'est pourquoi il y a une forme de sagesse que donne l'atome, une sorte de dissuasion qui implique l'atome. Parce que, pour le dire rapidement, pendant la guerre froide, ce qui évitait la confrontation entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, c'était ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la destruction sera mutuellement assurée. Si les deux superpuissances utilisent l'arme nucléaire, les deux seront victimes. Donc, il n'y a pas de victimes. Et donc, ce qui est fondamental encore dans l'arme nucléaire, c'est la destruction mutuellement assurée. Mutuelle assurée. Oui, MAD en anglais. Bon. Oui, finalement, pour terminer, professeur Mésilas, est-ce que, au fond du fond, la grande question, ce n'est pas cette nostalgie qu'éprouve Vladimir Poutine pour la grande Union soviétique et même avant la grande Union soviétique, la grande Russie? Et est-ce que son rêve n'est pas finalement, sinon de retrouver la grande Russie, au moins d'agrandir la Russie d'aujourd'hui et lui donner des airs de grande Russie?
question subsidiaire, la question qui découle de cette première, c'est est-ce que finalement l'Ukraine n'est pas en passe d'être annexée purement et simplement, d'être rayée de la carte du monde, comme le disait le chancelier allemand, et est-ce qu'il n'y aura pas d'autres territoires qui seront victimes de l'appétit de M. Poutine? Bon, c'est une excellente question. Et si j'étais européen, occidental, je vous dirais que oui. Je vous réponds que oui. C'est la nostalgie de la Grande Russie, de l'Empire russe, etc., de l'Union soviétique. Mais comme scientifique, et je dois vous dire que ce sont les arguments de l'Occident. Et pour vous dire que ce soit l'Occident, je dois souligner que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, la Russie était maltraitée sur le plan géopolitique. On pensait que la Russie s'est terminée. Même quand on lit les ouvrages par exemple, de Henry Kissinger, de Brzezinski, des grands internationalistes américains, eh bien, on pense que là aussi, c'est terminé parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique. Donc, on pense que c'est une forme de nostalgie et de l'ancien régime eh bien, qui anime Poutine. Pourtant, fondamentalement, ce qui est au cœur là de cette préoccupation est une question de sécurité. C'est ce qu'on pourrait appeler le stress environnemental. Parce que l'extension géographique territoriale de l'OTAN génère une angoisse géopolitique chez les Russes, et donc cette angoisse autour de la sécurité. Et tout État qui vit repose d'abord sur la défense de sa sécurité. Et je pense que c'est cette angoisse-là. Et c'est pourquoi, si par exemple on prenait en compte les préoccupations russes dans les discussions, dans les débats que les Russes ont eus avec l'Occident, peut-être qu'on n'arriverait pas là. C'est-à-dire qu'on trouverait un accord selon lequel eh bien, l'Ukraine n'entrerait pas précisément au sein de l'OTAN, ce qui préoccuperait, par exemple, la sécurité russe. La question subsidiaire est que je ne crois pas que l'Ukraine disparaîtra parce que le président russe est clair, il dit qu'il entend dénazifier, démilitariser, et pour éviter toute menace immédiate et relative à sa sécurité. Donc c'est là que la question est une question géostratégique et géopolitique. Et c'est là qu'il faut comprendre. Et tout État, dans l'histoire des relations internationales, par exemple, de 1648 à 1920, ce qui caractérisait les relations internationales, c'était la formation des alliances secrètes pour pouvoir avoir un équilibre de pouvoir. Donc, vous savez que même au sein du Conseil de sécurité, il y a un Conseil de grand. C'est un équilibre de pouvoir. Et ce qui préoccupe tout État, c'est sa sécurité, c'est sa survie. Donc, je pense que, scientifiquement parlant, c'est pas la nostalgie de l'ancien régime, pour parler comme si, pour utiliser un terme de l'historiographie française, mais c'est plutôt une préoccupation de sa sécurité. Et cette préoccupation de la sécurité, en général, remet en question le droit international. Ce à quoi nous assistons maintenant, c'est à une crise du système international. Et tout système international a trois éléments. Premier élément, il y a un ensemble d'États. Deuxième élément, il y a un ensemble de principes. Troisièmement, il y a un ensemble d'institutions. Donc, il y a une crise de principes et d'institutions dans le système international parce que la question nucléaire est une question fondamentale, la question sécuritaire est fondamentale pour tout État. Et dans le cas de la Russie, eh bien, selon leurs arguments, donc l'extension territoriale de l'OTAN, elle pose problème pour eux en ce qui concerne l'Ukraine. Ben écoutez, professeur Mésilas, merci infiniment pour cet éclairage. Vous avez finalement un petit peu rétabli l'équilibre. Le monde n'est pas manichéen. Il y en a pas un qui a tous les torts et l'autre qui a raison sur toute la ligne. Peut-être que les torts sont partagés. Peut-être que la crainte de la Russie pour sa propre sécurité est un justificatif de certaines initiatives malheureuses, dangereuses qu'elle a prises. Bon, on verra. La crise ne fait que commencer,
Nous allons continuer à suivre son évolution. En tous les cas, merci de l'éclairage que vous avez apporté à cette dernière crise qui bouleverse le monde entier. Encore merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup et je pense que c'est important parce que nous devons parler à partir de nous-mêmes. Les Occidentaux, les médias, les intellectuels, ils parlent dans une perspective pro-occidentale. Moi-même, j'ai fait un travail critique de l'objectivité. Donc, dit l'objectivité de l'analyse, c'est-à-dire je vois les faits, c'est-à-dire je vois les faits, je les analyse. C'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup de l'invitation. Et je suis toujours à votre service. Merci encore et bonne fin de journée. Voilà, c'était le docteur Claudel Mésilas, politologue, professeur et expert en relations internationales, qui jetait un éclairage sur la crise russo-ukrainienne qui aujourd'hui concerne le monde entier. Voilà, maintenant venons-en aux nouvelles locales. Les autorités policières et judiciaires haïtiennes annoncent des investigations en vue de faire la lumière sur les circonstances ayant provoqué le décès d'un journaliste lors de la manifestation des ouvriers de la sous-traitance le mercredi 23 février. Selon les premiers éléments, les tirs mortels sont partis d'un véhicule avec à son bord des policiers administratifs. Ces policiers n'auraient pas dû se trouver dans la zone puisque la sécurité des manifestants était assurée par des patrouilles de l'UDMO. Le porte-parole de la police, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, s'est gardé de faire des commentaires. Il s'est contenté d'expliquer que l'enquête était en cours. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jacques Lafontan, a fait état également d'une enquête judiciaire confiée à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Le Premier ministre a déploré la mort du journaliste. Il a également mis l'accent sur la tâche des forces de l'ordre qui est d'assurer la sécurité publique. Les dirigeants des syndicats des ouvriers ont annoncé que des plaintes seront déposées en vue de poursuites judiciaires contre les policiers qui ont tiré sur les ouvriers. Ils rapportent que plusieurs ouvriers ont été blessés. Ils annoncent également la poursuite de la mobilisation pour réclamer un salaire minimum journalier de 1500 gourdes. Plusieurs victimes lors de la manifestation des ouvriers de la Société nationale des parcs industriels. Les syndicats d'ouvriers annoncent avoir déjà intenté des actions en justice contre les policiers qui seraient impliqués dans ces actes de violence. Une sommation a également été envoyée au Premier ministre Ariel Henry ce jeudi afin d'exiger de lui le retrait immédiat de l'arrêté fixant le salaire minimum à 685 gourdes pour les ouvriers de la sous-traitance. Il y a plus passé 5 personnes qui étaient couchés sur cabane de l'hôpital. Parmi eux, il y a 4 journalistes et il y a un qui mourit. Nous voyons sympathie nous, by toute coopération et en particulier famille Lazare qui tombait en balle la police lâchement. Et pour nous poursuivre dans le cadre de mobilisation que nous avons lancé non-stop pour que nous demandions ajustement 1500 gouttes comme salaire minimum avec ensemble de mesures d'accompagnement social. Nous avons continué à exiger 1500 gouttes là et matin encore. Et là, nous sommes arrivés devant Sonapia, nous connaissons le patron, il a fait un lockout, il a fait même porte. Sonapia n'a pas ouvert. La manifestation a commencé plus bonne matin. Et avec un chalet, ouvrier, en pile là-dedans, il a dit il y a des gens qui mourent parce qu'il y a un confrère de la presse qui mourit dans le cadre de mobilisation que a couvert hier là. Et ça fait qu'il y a un petit chalet en plus, il a mis caoutchouc, il a mis croiser quelques machines dans la rue. Et la police va te prendre pour te réagir, pour te réprimer sévèrement la manifestation encore aujourd'hui. Et nous déplorer qui sont ça, nous continuer à dénoncer Zach, Baba, Zach et intimidation ça,
qui pensaient que yo ka fait nous faire bac dans le cadre de mobilisation que nous lancer pour gagner meilleures conditions de travail et 1500 gouttes comme salaire minimum. N'a dit jodi a gagné deux actions que le cabinet d'avocats nous posé jodi a. Yon c'est sonner la police là pour ba nous liste policiers qui t'a massacré moun yo en bas gaz lacrymogène avec balles réelles. Et en deuxième lieu, nous gagnons l'autre sommation qui va joindre la primature pour dire non avec pour faire retrait sous question arrêté qui est fixé salaire minimum non à 185 gouttes en plus sous 500 gouttes là qui est égal à 685 gouttes et 615 gouttes pour ouvriers qui sont sous-traitance. Et c'est dans l'optique ça, on a cassé rendez-vous plus bonnet demain matin parce que mobilisation c'est une mobilisation non-stop sans camper. Patron yo fermé jodi a et mobilisation yo payé et la police de toutes sortes pour craser manifestation. Nous comprenons c'est des actes d'intimidation. Nous-mêmes nous clair là-dedans, nous pas prendre intimidation et nous clair mobilisation la poursuivre. Et ça fait nous dit demain CV puis bonnet devant Baxonapi pour nous continuer avec mobilisation parce que tout autant yo pas attendre voir la raison pour yo ba 1500 gouttes comme ça les minimum non avec ensemble mesures d'accompagnement et n'a traduit en justice tout le monde qui complice dans les actes barbares qui passé hier côté Jodia, nous avons des gens dans mort et des gens qui sont à l'hôpital. Le leader du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, critique vertement la gouvernance d'Ariel Henry. Selon Éric Jean-Baptiste, le Premier ministre ne manifeste aucune volonté de trouver une solution à la crise, alors que le problème de l'insécurité devient de plus en plus criant. Face à la presse, ce jeudi, M. Jean-Baptiste rappelle au docteur Ariel Henry qu'il a l'obligation de rendre justice au président Jovenel Moïse qu'il avait choisi avant d'être assassiné. 7 mois après la mort du président Jovenel Moïse que il a assassiné dans la chambre la Kaili, 7 mois après, PM Ariel il y a 7 gros fautes que il fait. 1. Question insécurité. Nous tout qu'il a, nous témoigner, nous nous vivre comment pays a les fun, comment que nord et sud pas qu'à communiquer, comment que là dans Delma nous pas capable jamber pour nous arriver Carrefour. Chaque jour qui quantité monde y a levé qui dans la rue, y a kidnappé, qui quantité famille qui a crié. Donc 0 sur 10 pour PM Ariel dans la question sécurité. 2. C'est une grosse faute encore. Pas aucune volonté réelle. La CAE PM Ariel pour que il y ait un dialogue, un chita attendez tout bon qui fait un acteur, un protagoniste crise là. Volonté réelle ça, non pas well du tout. Volonté qui pour débloquer situation politique là. 3e faute grave. Nous pas ouais qui bon que PM Ariel a respecté bagay les continuité de l'État. N'a marché dans tout le pays pas gain aucun mais vraiment aucun projet qui était en cours qui continue à faire. Qui c'est route Port-de-Paix qui est dans nord-ouest. Qui c'est la tannerie dans nord. Qui c'est dans l'aéroport au CAI, côté que tu gagné Estrea, qui lui-même a un contrat dans mail pour que yo agrandi piste aéroport. Qui c'est route Bédumel dans le sud. Rien, mais vraiment rien comme infrastructure, pas rien comme travail qu'a fait dans le pays. 4e faute grave, PM Ariel. Il contribuer pour que li augmenter la vie chère. Lorsque li ajouter plus que 100% sur l'argent gaz là en seul coup, pas qu'un pays ou économie capable de résister comme ça. Ça pas qu'à faire. Li contribuer à augmenter la vie chère lorsque li mettait 100% sur gaz là en seul coup. 5e faute grave, PM Ariel. Nous pas ouais aucun
aucune velléité pour que le président Jovenel Moïse joigne justice. Ils ont assassiné le président dans la chambre la CAL. La loyauté voulait au minimum que PM Ariel rappelle c'est le président Jovenel Moïse qui avant de mourir, c'est normal. Il a une obligation pour que aider le peuple haïtien à joindre justice pour le président Jovenel Moïse et non pas constater que il y a une velléité pour ça. Sixième gros faute PM Ariel. Nous constatons que lui contribuer, le travail même, pour lui affaiblir l'État. Comment? Tout partout n'a passé dans le pays. Nous sommes l'État qui est démissionnaire parce que employé l'État pas capable de toucher. Et bagay ça yo contribué à affaiblir l'État. Septième gros faute PM Ariel, c'est que monsieur pas gain aucun calendrier. Monsieur non pouvoir là et nous sommes capables de dire qu'il presque semble un pouvoir à vie. Nous ne savons pas qui mission, nous ne savons pas ce nous faire. Parce que 7 mois après, dans le moment où je parlé ensemble avec nous là, personne ne connaît ni qui est KEP à monter, ni est-ce que nous avons gagné une nouvelle constitution ou pas, si nous avons gagné qui est assemblée constituante là à mettre campé sous pied, ni est-ce que nous avons arrêté notre démocratie qui dit démocratie et puis nous dorsali veut dire élection. Journée jodi a PM Ariel poko jamais capable bay peuple haïtien un calendrier. Lancement ce jeudi par la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, du premier plan stratégique 2022-2026. La cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Sergio Cuesta Francisco. Le président de la FENAM, Jude-Édouard Pierre, maire de Carrefour, a précisé que ce plan devait permettre aux édiles de mieux jouer leur rôle, notamment en période de catastrophes naturelles. Beaucoup de chantiers nous attendent. Nous autres membres des fédérations et associations d'élus locaux, tels que l'organisation des élections locales pour revenir à la normalité institutionnelle au niveau de nos territoires, la réforme de la fiscalité locale, la révision de cette forme de gouvernance au niveau de nos municipalités, le financement budgétaire des politiques territoriales, l'introduction de la police municipale capable d'aider les collectivités à faire face à l'insécurité, la participation des femmes au niveau de toutes les politiques territoriales, la reconstruction de la péninsule du Sud. Ce document stratégique, financé par l'ambassade d'Espagne, suite à ce diagnostic institutionnel financé par l'ambassade de France, va nous permettre de faire face à ces grands défis. La FENAM veut profiter de cette opportunité pour lancer un appel patriotique aux acteurs politiques sur la nécessité d'un accord politique historique pour sauver la nation. Port-au-Prince, ce n'est pas Haïti. La population n'en peut plus. Les familles haïtiennes ont trop souffert des violences des gangs et de l'absence de services publics. Que ce document puisse guider les pas de la fédération et lui apporte la motivation nécessaire pour continuer ses plaidoyers en faveur de la décentralisation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.